Bien. Ben, on va commencer donc cette table ronde dans le marathon que sont ces rencontres, en remerciant mes intervenantes et intervenants. Martin Paco, de la Fabrique des communs pédagogiques et de la revue Topophile. Anne-Dominique, qui est des CMEA. Ghislaine, qui est adjointe au maire de Nantes. Et Stéphanie, qui est adjointe au maire de Lyon. Et donc, merci d'être nombreux pour assister à cette table ronde qui s'inscrit dans la suite d'un atelier qui vient de se dérouler sur cette question de la ville à hauteur d'enfant. Mais moi, j'aurais envie qu'on articule peut-être notre réflexion en partant de ce pourquoi, finalement, la Fabrique des communs pédagogiques s'est intéressée à la ville à hauteur d'enfant. Parce qu'on est parti, comme vous le savez, du confinement, de la question de la classe dehors et de l'éducation dehors plus largement, mais en voyant qu'il ne peut pas y avoir finalement d'éducation dehors sans prise en compte de cette question de la ville à hauteur d'enfant. Et à l'inverse, dans la mesure où c'est le problème de l'accès à l'espace public, c'est le problème aussi de la nature dans la ville, etc. Donc on voit bien qu'il y a une relation forte entre ces deux dimensions. Mais le deuxième élément, c'est qu'il ne peut pas y avoir non plus de ville à hauteur d'enfant s'il n'y a pas d'éducation dehors. Et pourquoi je dis ça? En plus, parce qu'il y a un enjeu majeur au fait que notamment l'éducation nationale soit impliquée par le système, parce qu'un des problèmes de la ville à hauteur d'enfant, on le verra, c'est comment on la construit réellement avec les enfants, et avec tous les enfants. Pas seulement avec ceux qui spontanément, ou dont les familles spontanément vont venir s'impliquer. Et j'accueille aussi notre amie qui est adjointe à Sophie, qui est adjointe à la ville de Marseille, à la ville, justement, la place de l'enfant dans la ville. Donc, il nous a semblé, et je répète, je pense que cette question de l'éducation nationale est extrêmement importante pour moi, deux raisons. D'abord parce que tous les enfants sont dans les classes, enfin, sont à l'école, et donc on peut toucher tous les enfants à partir de l'éducation nationale. Et puis l'autre élément, c'est que c'est aussi parfois un frein au développement de cette prise en charge de l'enfant, parce que la ville à hauteur d'enfant pour la Fabrique, et on tient beaucoup à ça, mais je sais que c'est partagé par les participants, c'est pas seulement des problèmes d'aménagement de l'espace, c'est d'abord l'enfant citoyen, l'enfant au cœur, l'enfant acteur, l'enfant enquêteur, journaliste, artiste, créateur. Et là, on bute sur un problème quand même au niveau de notre système éducatif qui est la faiblesse, et c'est une litote de démocratie scolaire. Et que le lieu de l'école, qui devrait être aussi un apprentissage de la façon dont on écoute la parole des enfants, est souvent le lieu où cette parole est plutôt contrainte, voire empêchée. Donc je pense que là, ça m'intéresse qu'on puisse travailler peut-être dans cette table ronde sur cette question. Et pour l'introduire, finalement, je trouvais bien que Martin Paco puisse nous dire quelques mots. Alors, certains d'entre vous ont vu l'exposition ou connaissent le concours Ville Récréative, mais qui, à mon avis, s'articule bien sur cette... est assez, illustre bien cette nécessaire articulation entre ville à hauteur d'enfant et classe dehors. Martin ? Alors justement, dans cette forme de compagnonnage que la FAPEDA et Topophile entretiennent depuis quelques années, a pu se matérialiser pour cette édition par le lancement d'un concours d'idées, ou un concours d'émulsion, comme on disait à une certaine époque, mais j'aime bien cette appellation, à l'attention des étudiants et des jeunes professionnels, notamment en architecture, en urbanisme, en design, en paysage. Et on leur a proposé ce concours d'idées qui s'appelle Marseille Ville Récréative, parce que les sites proposés pour le concours était à Marseille, du fait que les rencontres étaient à Marseille. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'était la ville récréative. Et avec ce sous-titre un peu provocateur, puisque aujourd'hui, la classe dehors se pratique de l'ordre d'une demi-journée à une journée par semaine, quand elle se pratique, bien évidemment. Et donc, nous, ce qu'on a proposé, c'était à nos candidats, c'était d'imaginer une ville où on avait classe dehors 4 jours par semaine. Et là, ça bouleverse complètement l'espace public, les parcs, les jardins, évidemment la chronotopie. Il ne faut pas oublier la dimension temporelle de l'espace et des usages spécifiques qu'ils peuvent avoir. Et donc c'était de faire réfléchir ces professionnels de l'aménagement, de l'espace, à ces habitants, ces citoyens en devenir, que sont les enfants qui sont souvent mis de côté, complètement oubliés, et de rendre la ville amène envers les enfants, mais aussi comment le point de vue des enfants peut enrichir, nous, notre regard et notre dessin
de la ville. Et donc finalement, qu'est-ce que l'architecture peut pour les enfants et qu'est-ce que les enfants peuvent pour l'architecture et la ville au-delà. Et ce qui est ce qu'on a pu constater dans la vingtaine de candidatures qu'on a pu avoir et dont les propositions sont exposées à l'autre bout du parc, à l'espace ville à hauteur d'enfant, c'est que une majorité des équipes ont discuté, interrogé des instituts, des enseignants, des animateurs, des enfants, ont recueilli leurs paroles. Un des groupes et même un collectif d'habitants de Marseille, avec aussi des architectes et des pédagogues dedans. Et en fait, eux, ils se sont basés sur l'espace, l'assemblée autogérée des enfants qu'ils ont au sein de leur association. Et donc, toute leur proposition vient des observations des enfants où ils avaient une gigantesque carte photosatellite des quartiers de ce collectif. Et les enfants ont pu pointer, reconnaître les lieux, pointer tout ce qui ne va pas. Et donc, ce groupe, pour ne citer qu'un exemple parmi d'autres, après je vous inviterai à aller voir l'exemple, l'exposition, ont pointé, mais très très précisément, tous les espaces potentiellement dangereux où on pourrait décaler un passage clouté, élargir un parvis, apaiser telle avenue ou percer telle impasse pour créer des chemins de traverse qu'eux ont appelé des détours de terre. Et c'était vraiment très, très fin. Et comment vraiment les deux postures se nourrissent en continu. Et c'est vraiment ça, je pense, qu'on a voulu montrer. C'est ça qui a fait la différence pour les lauréats, peut-être, qu'on a révélé hier. C'était qu'il ne s'agit pas seulement de réfléchir une ville pour les enfants, mais aussi avec et parmi les enfants. Et c'était un travail qu'on espère, une expérience qu'on espère rééditer pour la prochaine rencontre internationale de la classe dehors, bien évidemment. Alors même au-delà de la rencontre de la classe dehors, hein, l'adjoint au maire de la ville de Marseille a dit combien il souhaitait profiter de cette expérience pour un peu la généraliser, hein, dans la démarche ambitieuse qu'a Marseille sur la rénovation de ses écoles et de l'espace public. Et puis aussi donner envie à d'autres collectivités de pouvoir utiliser ce dispositif. Anne-Dominique, on sort donc d'un atelier sur la ville à hauteur d'enfant. Quels sont les principaux éléments que tu as retenus en lien avec le débat qui nous anime aujourd'hui ? Bonjour. Alors, donc moi, je fais partie des CMEA, une association d'éducation populaire. Et les associations d'éducation populaire, dans la plupart des villes où se crée la ville à hauteur d'enfant, qui réfléchissent sur le sujet, on est partie prenante de cette dynamique. Et on a souhaité ce matin organiser avec 3 des nombreuses villes qui s'engagent sur ce cheminement. Et cette expérimentation à bien des égards, on a souhaité croiser les regards et au travers de différentes thématiques. Il y avait la ville de Lille qui a plus de 20 ans d'expérience dans la construction de la ville à hauteur d'enfant. Il y avait la ville de Lyon avec Stéphanie qui est là aussi et qui pourra en parler, je ne vais pas parler à sa place. Et il y avait aussi la ville de Montpellier. Et donc pour Lyon et Montpellier, ce sont des expériences un peu plus récentes. Et donc ce qu'on a essayé de dégager pendant cet atelier, c'était un petit peu qu'est-ce qui faisait, quels étaient les éléments essentiels en termes de construction de cette ville à hauteur d'enfant. On a abordé l'état des lieux, pourquoi on faisait cette ville à hauteur d'enfant, donc le retrait des enfants qui ne sont plus dans l'espace public qui est extrêmement bien documenté depuis plusieurs dizaines d'années. Le fait qu'on a de plus en plus des enfants d'intérieur et la classe dehors et l'éducation dehors travaillent sur cet aspect. Et donc la question de la ville à hauteur d'enfant, c'était comment on travaille en transversalité entre personnes qui aménagent, entre services de l'éducation, des projets éducatifs, entre les associations d'éducation populaire, les enseignants, l'éducation nationale, etc. Et comment collectivement on crée une dynamique. Donc on a beaucoup parlé de l'engagement politique très fort des villes comme élément absolument déterminant de ce travail, mais aussi, et c'est un mot que Stéphanie a employé, c'est le mot d'alliance entre tous les partenaires. L'engagement des villes de travailler en transversalité, et ça c'est pas simple, de travailler en transversalité entre tous les services, mais aussi l'engagement de tous les partenaires qui vont graviter autour de ces dynamiques pour parler d'une même voix et faire culture commune. Et ce qu'on a beaucoup abordé, c'est le changement radical de posture, de culture que ça implique et qu'on retrouve dans la pratique de la classe dehors, puisque dans la pratique de la classe dehors, il y a un enjeu d'aménagement, un enjeu de proximité, d'espace de proximité, mais il y a un enjeu de posture pédagogique, un enjeu de posture globale de tous les acteurs. Et donc, on a beaucoup travaillé sur la manière dont on fait participer les enfants, les techniques, sur qu'est-ce qui est de la participation décorative et qu'est-ce qui est de la vraie participation et de la manière dont tout le monde chemine
pour créer cette culture commune, la singularité des expériences de chaque collectivité en fonction de leur contexte, mais aussi des dénominateurs communs qui sont le travail collectif entre associations d'éducation populaire, éducation nationale, associations globales, et puis l'engagement politique fort des collectivités, des agents, et ce cheminement et ce tâtonnement, bien souvent. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait des choses incroyables qui se menaient, et on n'avait que 3 collectivités autour de la table. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner si on met toutes les collectivités et toutes les dynamiques bout à bout. Et je pense qu'il en ressort, c'est une envie très importante de mieux documenter, parce qu'effectivement, cette ville à hauteur d'enfant, c'est un levier pour l'éducation dehors. On ne peut pas penser les choses de manière décorrélée, c'est complètement intégré. Et donc cette nécessité de capitaliser, de documenter ces expériences et de faire alliance et de cheminer ensemble. Voilà. Oui, alors c'est en ce sens d'ailleurs que la Fabrique des communs pédagogiques a créé un club des collectivités qui, au-delà des rencontres, permet justement de pouvoir approfondir cette mise en commun. Ghislaine, donc à Nantes, vous êtes engagée fortement sur cette dimension. Vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus, et surtout la façon dont vous articulez justement les deux dynamiques finalement, hein, l'éducation dehors et la ville à hauteur d'enfant. Alors, merci beaucoup pour l'invitation, de me permettre d'évoquer ces sujets-là avec vous. Donc, Ghislaine Rodriguez, je suis adjointe au maire à la ville de Nantes, à l'éducation, la réussite éducative et la restauration scolaire. Sur cette articulation entre école du dehors et ville à hauteur d'enfant, puisque c'est la question, moi je vois 3 éléments importants. D'une part, comment nos villes et nos milieux urbains ou nos territoires proposent déjà des endroits qui permettent de sortir des écoles ou des crèches, parce que je pense aussi aux balades en crèche ou avec les assistantes maternelles. Donc, je pense en particulier aux 118 parcs et jardins de la ville de Nantes qui sont aménagés aussi pour laisser des espaces ensauvagés, de biodiversité, et qui sont des lieux, je pense, tout à fait accessibles pour les écoles. 118 écoles, 118 parcs et jardins, donc voilà. Je pense également aux balades, enfin au patrimoine en fait fluvial des rivières et des fleuves de la ville, puisque les bords de rivières sont aussi des lieux intéressants pour investir. Une classe là, actuellement est en train d'investir le bord de l'Erdre pour faire une aire éducative terrestre. Donc c'est des lieux qui sont vraiment propices aux sorties. Donc l'environnement, bien sûr, est important, mais je pense aussi l'environnement, on va dire, habituel, la dynamique d'environnement dans laquelle est la ville. Et je pense aussi aux dispositifs d'accompagnement, puisque pour faire classe dehors, ça peut être parfois évident pour certains enseignants et beaucoup plus difficile pour d'autres de se mettre dans cette dynamique. Avec le pôle sciences et environnement de la ville de Nantes, nous avons mis en place un accompagnement qu'on a appelé Ma Classe Nature, qui permet une appropriation progressive de son environnement, de la cour d'école à l'environnement proche de l'école, jusqu'à l'environnement un peu plus lointain, comme par exemple la réserve naturelle du lac de Grandlieu, qui est en proximité de Nantes, mais quand même qui demande un déplacement. Donc des dispositifs d'accompagnement pour permettre d'investir la ville et les espaces finalement naturels tels qu'ils sont déjà. Et enfin, je pense que cet accompagnement de l'école du dehors se fait aussi en proposant, en tout cas on a cette chance à Nantes d'avoir ce qu'on appelle des sites grand air, qui sont en fait des lieux habituellement réservés aux centres de loisirs pour avoir des moments de mercredi et de vacances vraiment insérés dans la nature, avec des activités sportives ou tout autre liées à la nature. Et ces sites grand air, nous les avons ouverts sur le temps scolaire, ce qui donne aussi des espaces pour expérimenter de manière accompagnée avant de pouvoir se lancer finalement dans une expérience un peu plus solitaire de moi, enseignant, je sors de ma classe et je fais classe dehors. Voilà ce que je pouvais dire dans ce premier tour de parole en tout cas.
Merci Ghislaine. Alors vous êtes toutes les trois un peu l'illustration du fait qu'il n'y a pas de politique publique sans un fort volontarisme politique, mais le volontarisme ne peut pas tout. Si derrière il n'y a pas mise en place de coalition d'acteurs, mais aussi de méthodes de regroupement, de faire fonctionner la transversalité, etc. Alors quels sont les leviers? Lyon commence à avoir une petite expérience quand même en la matière, depuis que vous êtes aux manettes depuis 2020. Quels sont les outils, les leviers que vous avez utilisés pour justement essayer de faire vivre cette volonté de ville à hauteur enfant, et toujours aussi avec ce souci du lien avec l'institution scolaire? Alors, la volonté politique est quand même déterminante, je dirais. Nous, à Lyon, ça a commencé en 2020 avec la volonté du maire de Lyon de porter une ville à hauteur d'enfant, qui a été fortement complémenté et enrichi par le projet éducatif qui a été repensé à ce moment-là en même temps. Ce que je veux dire, c'est qu'à Lyon, on ne parle pas de classe dehors, on parle d'éducation dehors. Et j'insiste sur ça parce que je crois que la question éducative, elle concerne à la fois l'éducation nationale, également les collectivités, mais également l'éducation populaire. Et je crois que vous avez parlé, Étienne, d'une alliance. Je rebondis sur ce qui se disait tout à l'heure. À Lyon, en fait, on a vraiment essayé de travailler sur cette question d'alliance éducative et de cohésion éducative. J'insiste sur les deux termes. La preuve aujourd'hui, c'est que je tiens juste à citer l'écosystème lyonnais qui est là. Nous avons 2 enseignantes lyonnaises qui sont là d'une école du 8e arrondissement. Nous avons des personnels de la ville de Lyon qui sont là de la direction éducation, mais également du service de la direction de la DBNV qu'on appelle direction biodiversité et nature en ville, qui sont les espaces verts pour voilà. Mais nous avons aussi des acteurs de l'éducation populaire qui sont là. Il y avait Stéphanie Cani qui était là, voilà. Donc en fait, c'est pour vous dire que penser la ville à hauteur d'enfant, penser la classe dehors, l'éducation dehors, à Lyon, c'est une très très grosse cohésion d'acteurs qui veulent aller dans le même sens. Et c'est comment la collectivité travaille sur cette cohésion et la création des moyens de cette alliance. C'est aider, bien sûr, les enseignants, enseignantes qui pratiquent la classe dehors à accéder à des parcs, tu en as parlé Ghislaine, mais c'est aussi leur donner des moyens pratiques, des moyens matériels de pratiquer l'école dehors. C'est travailler avec les espaces verts qui ne sont pas toujours voilà, disponibles et qui peuvent entraver des cours dehors. Mais c'est aussi mettre la richesse de l'éducation populaire qui sait effectivement, qui est experte pour moi, selon moi, sur la question de la prise en compte de la parole de l'enfant, du pouvoir d'agir des enfants. Donc comment on fait alliance de tout ça? Et je crois que ça repose sur une volonté politique, mais après des services qui vont dans ce sens-là. Et en fait, la ville à hauteur d'enfant, elle rejoint la question de l'éducation dehors parce que nous sommes tous préoccupés et nous travaillons tous dans le sens du bien-être de l'enfant, que ça soit à travers son parcours éducatif, sa réussite éducative, mais aussi à son épanouissement, à son émancipation en tant que citoyen, et non pas citoyen en devenir, mais en tant que citoyen en tant que tel. Et je crois que c'est vraiment, nous, ce travail qu'on porte politiquement, mais également aujourd'hui dans la transformation des services de la ville de Lyon sur la prise en compte de cela, pas seulement à la direction de l'éducation ou à la direction petite enfance, mais sur les directions qui vont intervenir sur l'aménagement urbain, sur les constructions d'écoles, sur la question de la culture, sur la question des sports, etc. Et donc, pour moi, la convergence de cette ville à hauteur d'enfant et de la problématique de la classe dehors ou de l'éducation dehors, c'est effectivement cette alliance que moi j'appelle alliance éducative parce que je considère que tout fait éducation aujourd'hui autour de l'enfant, quels que soient les temps, quels que soient les professionnels, les acteurs, etc. Donc je crois que c'est cette volonté-là que nous portons et que nous devons soutenir au niveau financier, au niveau humain, au niveau matériel. Voilà, et je crois que ça, c'est vraiment un changement systémique en fait qui est en train de se passer, comme la transformation de la question de la transition écologique est en train de transformer nos systèmes et nos services municipaux. Oui, alors sur Lyon, en plus, il y a
il y a vraiment un travail sur tout le continuum, hein, enfant-jeunesse, puisqu'on avait hier une table ronde avec Sophie participé aussi sur la question de la petite enfance, hein, avec un travail au niveau des crèches, hein, tout à fait intéressant dans ce domaine. Sophie, Marseille, hein, c'est quoi la place de Marseille dans cette réflexion sur la ville à hauteur d'enfant? Alors, je pourrais dire plein de choses, mais je vais me concentrer sur ce que tu as dit, c'est-à-dire la participation citoyenne des enfants et leur écoute. Donc moi, je suis Sophie Guérard, adjointe au maire à la place de l'enfant dans la ville, mais je suis également professeure des écoles depuis 25 ans et directrice d'une école depuis 8 ans. Donc quand j'arrive, la parole de l'enfant, moi je suis convaincue que les enfants ont des choses à dire et qu'il faut que les adultes arrêtent de décider pour eux. Donc on a créé un conseil municipal des enfants, et je veux bien parler de ça ce matin, en partenariat évidemment avec l'éducation nationale et une espèce de... Quand on est politique, il y a deux façons de faire de la politique. On peut faire ce qui se voit, c'est-à-dire prendre un gamin par arrondissement, tirer au sort, faire une photo avec des écharpes et se dire super, j'ai fait un conseil municipal des enfants, ou se lancer dans un gros chantier de conseil municipal des enfants. Donc nous, c'est ce qu'on a fait sur les 8 secteurs de la ville. Ça faisait à peu près 4000 enfants, 101 conseillers municipaux, et on a tout calqué sur le modèle des adultes. Et ça dure 2 ans, parce que moi, je sais qu'en tant qu'enseignante, en 1 an, on aurait saupoudré, en fait. Donc, les enfants rentrent dans le parcours en CM1 et en sortent en fin de CM2, ce qui nous donne le temps de lourdement les monter en compétences sur leur citoyenneté et de leur faire participer à un tas d'événements qui se passent dans leur arrondissement, puisque dans un premier temps, en fait, à chaque fois, ils sont sur leur mairie de secteur et dans les mairies de secteur. Donc, tu as le côté dehors parce qu'ils vont découvrir leur mairie d'arrondissement, on leur propose des visites de musées, etc. C'est tout fléché et c'est fait pour des instituts, donc P1, P2, P3, P4, P5 pour les enseignants qui sont là en CM1, en CM2. Et ensuite, ça finit par un vrai conseil municipal à 101 dans l'hémicycle à Marseille. Et les enfants participent, ces enfants-là participent à toutes les concertations d'aménagement du territoire. C'est-à-dire, si on refait une place dans le 4-5, on va les consulter pour l'aménagement de la place dans le 4-5, on va aller chercher les conseillers municipaux du 4-5, etc., pour tous les secteurs. Et cette année, on est arrivé pour on lance la 2e fournée, là. On leur a alloué un budget participatif. C'est-à-dire que maintenant, en plus, ils disposent d'une enveloppe qui va servir à réaliser les suggestions qu'ils nous font. Alors, c'est toujours pareil. Les enfants, ils font des suggestions extrêmement intelligentes sur l'aménagement du territoire, sur l'accès à l'eau, sur l'accès aux toilettes. Alors, c'est parfois toujours des choses basiques, j'y reviens beaucoup, hein, mais c'est les besoins fondamentaux. Ils pensent aussi à l'autre. Hein. Par exemple, dans les suggestions qu'ils ont fait, il y avait des frigos solidaires. Enfin, les enfants sont des pépites et ils n'ont pas besoin des adultes pour les diriger, pour les flécher, pour leur dire comment penser, comment réfléchir. Enfin, il faut vraiment qu'on arrête de faire ça, en fait, parce qu'on pense mal à leur place. Quand on est devenu un adulte, on n'est plus un enfant. Donc, sur l'aspect et sortie, et classe dehors, et consultation, nous, c'était dans le cadre Ville Amie des enfants UNICEF qu'on a fait ça, cette grosse consultation. On est accompagné par la Ligue de l'enseignement qui mène donc toutes les conseils d'arrondissement du mercredi. Donc c'est lourd, hein, c'est chronophage, c'est pas un petit truc, c'est-à-dire les enfants réfléchissent beaucoup. Sur l'ancien conseil municipal des enfants, on les a consultés sur la cantine et sur l'alimentation. Donc ils nous ont fait un tas de préconisations. Mais voilà, je crois que l'enseignant est un bon politique, à mon sens, je m'arrête là sur la parenthèse, parce qu'il est déjà convaincu quand il s'occupe des enfants, en fait. Et je crois que chaque ville, vraiment, doit aller dans ce sens, c'est-à-dire recueillir la parole de l'enfant, et pas juste la recueillir, c'est-à-dire la recueillir, et puis la mettre en œuvre, la mettre en acte après, avec des vrais budgets alloués. Voilà. Alors, quels sont les principaux? Parce que bon, on a l'impression que ça roule. Enfin, je veux dire, hein, mais on sait bien que sur le terrain, c'est quand même beaucoup plus difficile. Hein. La transversalité dans les services, la relation interpartenariale entre les institutions, la façon dont on fait vivre un peu tout ça au quotidien. Quels sont les principaux obstacles ou les points de vigilance qui vous sembleraient intéressants de pouvoir mettre en exergue? Qui souhaite d'abord s'y coller? Pardon. Non, vas-y. Oui, sur la table ronde, on a commencé à aborder la question de la formation pour faire culture commune. Quel est notre point de départ? Alors, si on est spécialisé dans l'aménagement, le paysage et l'architecture, ou si on est un enseignant, une enseignante, ou qu'on travaille dans l'éducation populaire, qu'on est élu ou responsable de service, on a des perspectives. On part d'une culture propre à son métier, à son environnement. Et donc, pour faire culture commune, il faut des temps
on a mentionné le fait de se retrouver dans des temps et dans des espaces où on partage nos schémas de pensée, mais aussi on va aller se former collectivement. Typiquement, à Montpellier, on a mentionné le fait que Francesco Tonucci, qui est à l'origine de la dynamique Ville à hauteur d'enfants au niveau international, a proposé 4 demi-journées de formation collective, tous services confondus de la collectivité, mais avec tous les acteurs impliqués dans la dynamique. Après, il y a voilà, plein d'autres outils qui ont été mentionnés par les autres collectivités de Lyon ou de Lille, mais l'enjeu commun, c'est de continuer de former les adultes à pas seulement recueillir la parole des enfants, mais aussi la prendre en considération, mais de la vivre aussi au quotidien. C'est-à-dire qu'on fait une consultation, on ne s'arrête pas juste à une consultation à un temps donné, mais que ce soit une culture continue qui se vive dans les centres de loisirs, dans les écoles, avec la pratique de la classe dehors qui demande vraiment un décentrement en termes de posture pédagogique très fort, et que du coup, les adultes puissent être accompagnés et formés de manière continue sur ces techniques-là, parce que c'est un vrai cheminement. Et donc, ça, c'est un des éléments qui est ressorti de l'atelier. Peut-être pour compléter, moi, j'ai pas envie de parler des freins, mais j'ai envie de parler des leviers, en fait, du terreau existant. Et je vous rejoins les collègues sur le fait de l'importance des associations qui sont déjà impliquées sur ces questions-là, des fédérations d'éducation populaire qui... comme les CMA ici, comment mettre en œuvre le terrain d'aventure. Dans nos villes, nous pouvons mettre en place des terrains d'aventure, des lieux où les enfants vont pouvoir venir expérimenter. Ça peut être avec leur centre de loisirs, ça peut être avec leur famille, ça peut être avec leur classe. Donc c'est vraiment un appui pour les collectivités d'avoir un tissu associatif et d'acteurs qui sont partie prenante et qui sont mobilisés autour de la participation des enfants et de l'éducation du dehors. Le deuxième appui, et tu l'as nommé Sophie, pour nous, c'est l'UNICEF et la démarche Ville Amie des enfants. Parce que Nantes est depuis 2002, Ville Amie des enfants fait partie des 12 premières villes qui ont été Ville Amie des enfants. Depuis 2020, l'UNICEF a renforcé sa démarche et l'a vraiment traduit en mots intelligibles pour des collectivités locales. Donc elle nous engage vraiment sur des actions très concrètes et très en lien avec les politiques publiques. Et je crois que c'est vraiment un appui aussi aujourd'hui, l'UNICEF pour nous, pour convaincre et embarquer tout le monde sur ces questions. Oui, Sophie. Allô. Ah, voilà. Excusez-moi, dernier appui, c'est la politique en fait, de dialogue citoyen de la ville et de la métropole. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres villes, mais en fait, il y a un tas de dispositifs mis en place par les villes et les métropoles aujourd'hui. Il n'est pas écrit que c'est interdit aux enfants, en fait. Donc, à nous aussi, élus à l'éducation, acteurs de l'éducation, de nous saisir des dispositifs de participation existants et pour lesquels les enfants peuvent tout à fait participer, si tant est qu'ils soient un petit peu accompagnés, effectivement, épaulés par des adultes compétents et bienveillants. Sophie, tu voulais réagir? Alors du coup, moi, je vais faire le frein. Le frein notamment sur une autre chose qu'on a essayé de déployer sur la ville en arrivant, c'est les rues des enfants. C'est-à-dire c'est l'aménagement, l'apaisement des abords des écoles. Puisque moi, j'étais bien placée pour savoir que les parents se regroupent en troupeaux et que ça génère du stress pour récupérer son enfant, parfois des conflits entre enfants et que les voitures passent trop près. On a quand même des accidents chaque année aux abords des écoles. Et là, par exemple, le frein, il est politique. C'est-à-dire que quand on est dans une ville comme Marseille, où la métropole est indépendante, parce que ce n'est pas le cas à Lyon, ce n'est pas le cas à Paris. Donc, pour faire court, la ville est de gauche, la métropole est à droite. Nous, on peut produire tous les aménagements, le travail avec les pompiers, avec les scies, et donner l'aménagement de l'école à la métropole clé en main, mais on n'a pas le droit de faire aucun aménagement, aucun trou dans la voirie. On ne peut pas, c'est une compétence métropolitaine. Je crois que c'est le pire truc de mon mandat, les rues des enfants. On a réussi à en faire 10, mais dans la grande souffrance, on aurait peut-être pu en faire 80 ou 100 sur le mandat. On les a préparés, on les a travaillés. Il s'agit de la sécurité des enfants. Donc moi, j'arrive même pas à intellectualiser que ça puisse être politique, qu'on puisse s'amuser à faire des obstructions comme ça, parce que comme ça, on va dire, oui, la municipalité a raté, elle a rien fait. Mais bon, c'est nul quand même, hein. Il s'agit de tout petit.
On a réussi quand même à en faire 10 avec des piétonisations permanentes, avec évidemment consultation des enfants quand on a piétonisé la rue sur l'aménagement tactique. Donc par exemple à l'école Friedland, ils ont réalisé eux-mêmes les bancs avec des perceuses. On a filmé tout un atelier avec une association, c'était absolument fabuleux. Et voilà, donc les freins, ça peut être quand la politique se mêle de choses dont elle ne devrait pas se mêler et qu'elle est incapable de travailler conjointement. Voilà, c'est un peu difficile à Marseille parfois. Stéphanie? Moi, oui, je ne parlerai pas de frein, je parlerai de limites. La limite, c'est par exemple le mandat. Un mandat, ça dure 6 ans. De changer les habitudes des gens, des professionnels sur la question de l'enfant et de la place de l'enfant, ça prend plus que 6 ans. Donc c'est quand même un changement vraiment sur des façons de travailler, ne serait-ce que de considération de l'autre, hein, de l'enfant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et un exemple très concret, comme Sophie était sur des exemples très concrets, nous, lorsqu'on construit une nouvelle école à Lyon, lorsqu'on a parlé à la direction de la construction qu'on allait consulter les enfants, eh bien, ils nous ont regardé avec des yeux, mais ça va prendre 1 an de plus, 6 mois de plus, etc. Donc, c'est effectivement cette échelle de la prise en compte, non seulement de la parole, de l'avis, de l'expression des enfants. D'abord, c'est pas effectivement juste de tendre le micro et dire qu'est-ce que vous en pensez. C'est tout un accompagnement professionnel des enfants. Et effectivement, ça prend beaucoup plus de temps. Lorsqu'on rénove, lorsqu'on recrée une cour d'école, j'aime beaucoup le nom de recréation, des cours de récréation, eh bien, effectivement, il y a toute cette phase de concertation avec les enfants. Et aujourd'hui, bouleverser une école, c'est à Lyon, hein, c'est presque 2 ans de chantier et de projet, bien, parce qu'effectivement, il y a presque une phase préalable de 6 mois de concertation avec les enfants, où ce n'est pas seulement de leur dire qu'est-ce que tu veux comme jeu, c'est comment on repense la question du besoin de l'enfant, de ses envies, mais également aussi des problèmes de l'éducation nationale sur le programme d'EPS, par exemple. Enfin, il y a plein de choses à considérer. Et en fait, pour qu'à la fin, l'enfant, il ait progressé. Parce que sinon, ça serait des parts d'attraction tout le temps. Hein, mais donc, en fait, c'est comment on repense la question de l'égalité filles-garçons, du grand CM2 versus le petit CP, etc. Et tout ça, ça s'accompagne. C'est un travail qui prend du temps dans la progression de l'enfant. Et bien sûr, pour nos services au sein des municipalités, pour les enfants, pour les parents, pour nos professionnels qui interviennent quotidiennement auprès des enfants, et ça, c'est des changements de paramètres. Et ça ne s'inscrit pas sur un mandat, je vais être très court, alors c'est bien sûr une invitation à la réélection, mais quand on voit le travail mené à Lille sur 20 ans, on sent vraiment que les changements sont de l'ordre du système, en fait. Hein. Et je pense que c'est vraiment très, très important d'avoir cette vision-là qui va dépasser effectivement la question politique, mais surtout qui va poser la question de temporalité et de transversalité. Alors, cette question de temporalité est très importante. Nous aussi, nous associons à ce souhait qu'un certain nombre d'entre vous qui sont engagés dans ces chantiers puissent les prolonger au-delà de l'échéance de 2026. Et pour cette échéance, d'ailleurs, nous avons commencé à engager un travail de plaidoyer avec le réseau français des villes éducatrices, avec l'ANDEV, pour voir comment cette question de l'éducation dehors, pas seulement la classe dehors, et la question de la ville à hauteur d'enfant puisse être portée lors des prochaines campagnes. Avant de passer la parole à la salle, j'aurais voulu quand même que vous disiez quelque chose sur la question des inégalités. Parce qu'on parle des enfants, mais tous les enfants, le droit des enfants n'est pas le même pour tous. Hein, il y a des enfants qui auront plus facilement accès à un certain nombre de choses. Comment vous traitez cette question du fait que, effectivement, cette question soit adressée à l'ensemble des enfants et pas seulement à ceux qui, de par leur environnement familial, de par leur origine sociale, auraient plus facilement accession aux dispositifs dont on parle? Vaste question.
Ghislaine ? Écoutez, moi, je veux bien commencer à répondre. Pour ce qui concerne la ville de Nantes, je pense que quasiment l'ensemble des dispositifs adressés aux écoles, aux centres de loisirs ou aux périscolaires sont priorisés, sont attribués de manière prioritaire aux enfants qui vivent en quartier populaire ou en quartier politique de la ville ou en éducation prioritaire. Donc c'est vrai, par exemple, sur les sites grand air dont je parlais tout à l'heure, c'est des parents classe découverte, par exemple. C'est à la fois des aides financières accrues, mais également une priorisation des candidatures des différentes écoles, parce qu'on sait très bien que certains enfants n'ont pas la chance d'avoir le papy, la mamie qui habitent à la campagne ou d'aller à la mer de temps en temps, même si la mer n'est pas si loin que ça de Nantes. Mais en tout cas, ce droit d'accès à la nature, tel qu'il commence à être défini dans les discours et dans les propositions de loi, je trouve qu'il faut vraiment qu'on y travaille d'arrache-pied. C'est essentiel pour le développement de nos enfants, c'est essentiel pour leur équilibre, c'est essentiel pour leur connaissance du vivant et pour la capacité qu'ils vont avoir à se projeter dans le monde. Donc voilà, c'est en tout cas quelque chose qu'on porte très fortement en termes de priorité donnée aux enfants des quartiers populaires. Merci. Alors à la ville de Marseille, pareil, c'est une ville qui est fracturée nord-sud, qui a été avec une partie nord de la ville qui a été délaissée et abandonnée pendant longtemps. Donc, on a mis le paquet sur le nord, y compris sur les crèches, sur les écoles, parce qu'une école du nord n'était pas dans le même état qu'une école du sud. Enfin, on avait tout ça à rattraper et on n'a pas fini de rattraper sur la durée du mandat, je te rejoins. Nous, il en faudra 2 voire 3 si on veut bien tout remettre à plat. Sur l'accès à ça, nous aussi, on va dans les QPV prioritairement, c'est une évidence, y compris pour les vacances apprenantes, pour les colonies, pour les mises à disposition dans le cadre de la politique de la ville de cars pour qu'ils puissent faire des sorties. On avait 2 cités éducatives, on est passé à 3, on est en train de monter la 4, 5, 6. Donc ça aussi, c'est des dispositifs qui permettent de renforcer tout ce qui se passe dans les bassins de vie qu'on peut dire moins favorisés. Et après, sur la petite enfance, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aller vers. C'est-à-dire, c'est un peu le principe de tu me donnes un poisson, tu me nourris un jour, tu m'apprends à pêcher, tu me nourris toujours. C'est-à-dire qu'on embarque les familles avec nous. On prend les enfants, les professionnels et les parents et on leur fait découvrir et les parcs et l'extérieur et les lieux culturels en se disant qu'après, ils vont y retourner tout seuls. Donc, il y a aussi cette idée-là que le parent est apprenant et que les professionnels peuvent monter en compétence le parent pour qu'après, il passe en autonomie. Voilà, en gros. Stéphanie ? Alors, comme mes collègues, effectivement, nous mobilisons vraiment des moyens supplémentaires sur les écoles en REP, REP+. J'aimerais insister sur une particularité lyonnaise qui est notre service médico-social. Nous sommes une ville avec délégation de la santé scolaire et en fait, on a un service médico-social composé de 80 professionnels, médecins, infirmières et assistantes sociales qui sont intégrés dans la direction éducation. Et en fait, ce service médico-social ne fait pas que de la prévention ou des diagnostics, mais a vraiment une démarche de santé au sens de l'OMS, c'est-à-dire la prise en compte du bien-être de l'enfant. Et ces professionnels sont particulièrement mobilisés, travaillent particulièrement dans les écoles REP ou REP+, où nous savons que les difficultés à la fois sociales, scolaires, territoriales, culturelles, de santé sont concentrées. Donc c'est vraiment comment on travaille auprès des enfants, et tu as raison de le dire Sophie, avec les parents et la famille, parce que l'enfant n'est pas seul, il ne faut jamais le considérer comme seul en tant que citoyen, il a un environnement familial qui a beaucoup d'importance, notamment chez les primaires, mais également par exemple chez les collégiens. Donc c'est vraiment nous ce travail-là sur la question des inégalités à la fois scolaires, culturelles et territoriales qui nous préoccupent. Et sur ces enfants-là, je dirais qu'il y a aussi un regard particulier sur la question de la mobilité. Parce qu'ils sont, entre guillemets, assignés à résidence. D'abord par l'aménagement urbain qui
nous, on n'est pas aussi clivé qu'à Marseille, mais effectivement, la question des transports, la question de l'accessibilité des parcs et des espaces de nature, hein, dans les quartiers politiques de la ville, il y en a moins, il faut le reconnaître. Et donc, on a des municipalités qui travaillent dans ce sens-là, à créer des zones, à créer des espaces naturels, mais aussi à rendre accessibles des QPV, le centre-ville ou les grands parcs. Et puis, c'est aussi créer les moyens de cette mobilité. On fait chaque année le savoir rouler, on le vise à tous les CM1, CM2, pour que les enfants en 6e puissent accéder de façon autonome à leur collège. Et on s'est aperçu par des défis vélo, par exemple, que l'équipement en vélo, mais également l'usage du vélo est très, très différent d'un quartier politique de la ville que de quartiers avec des écoles dites ordinaires. Donc, c'est comment on travaille aussi à cette question des désenclavements et de la mobilité des enfants et des ados. Les ados, là, ont un rôle vraiment primordial pour accéder à tous les équipements de la ville, qu'ils soient effectivement en termes de parcs ou de structures sportives ou culturelles, etc. Et c'est ce qui apparaît notamment dans les conseils d'arrondissement et dans les préoccupations, enfin, on commence à le sentir, dans le conseil municipal des jeunes qu'on est en train de créer, et notamment en dialogue avec l'éducation populaire qui a vraiment, je le rappelle, hein, cette particularité de pouvoir interroger les besoins et les envies des enfants et des plus jeunes. Merci Stéphanie. On va peut-être passer aux questions, aux réactions dans la salle qui souhaitent intervenir. Il y a une première prise de parole là. Alors je me présente, Lucille Corr, je suis conseillère déléguée à la ville de Rennes, notamment en charge de la ville à taille d'enfant. Donc je me retrouve dans beaucoup de ce qu'ont dit mes collègues. On parlait tout à l'heure des freins. Nous, on a un budget participatif des enfants et on va quand même se le dire, il y a quand même un frein de certains enseignants et je pense qu'il n'est pas forcément dû que à leur méconnaissance ou à une peur de en fait, la classe dehors ou de faire des choses différemment, mais en fait de la fatigue du monde enseignant par rapport à un certain nombre de contraintes et de choses très descendantes. Donc nous, on a une vraie problématique de mobiliser les enseignants sur ce dispositif qui est pourtant quelque chose qui permet de vraiment faire de la démocratie auprès des enfants, de travailler des savoirs très scolaires, hein, l'EMC, la géographie, voilà, le langage oral, puisqu'il faut présenter son projet aux autres, et où on propose aussi de faire des balades urbaines, donc on est dans le dehors, et aussi le fait que les enfants s'approprient la ville, puisque c'est que des projets qui sont en dehors des écoles. Et du coup, c'est une question. Comment est-ce que vous arrivez à engager les enfants? Parce que notre commune, on a quand même une communauté pédagogique qui est très engagée sur Rennes. On a la Ligue de l'enseignement. Enfin, on a beaucoup d'associations de l'éducation populaire, mais on a des fois un peu du mal à toucher tous les enseignants. Alors, il se trouve qu'à Rennes, on est aussi encore une des dernières villes à 4 jours et demi. Et donc, on a une forte mobilisation sur un retour à 4 jours. Que moi, qui suis aussi enseignante, j'analyse beaucoup comme la fatigue des enseignants par rapport à leurs conditions de travail. D'autres questions ou interventions? Sinon, on va tous... Oui, madame. Bonjour, Astrid Marotte, cofondatrice de l'association Maths au Jardin, et j'ai une question d'ordre plus politique pour Marseille en particulier, parce que vous en avez parlé. Quelles seraient les solutions pour dépasser en fait les blocages qui existent dans le dialogue avec les politiques, pour ensuite pouvoir apporter des solutions très concrètes sur le terrain pour des associations ou l'éducation nationale, et vraiment mettre à l'œuvre les projets qui sont portés? S'il y a une dernière question. Oui, monsieur, là, qui est juste... Super. Oui, c'était par rapport au titre de la table ronde, qui est donc pour une ville à hauteur d'enfant inclusive, émancipatrice et non marchande. Et on a bien parlé des deux premières notions, mais je voulais savoir dans quelle mesure vous intégrez la troisième, donc la notion non marchande. La question non marchande. Bien, ben voilà des questions qui sont roboratives.
qui souhaitent. Tu veux commencer, Sophie, peut-être sur la relation association, collectivité. C'est un vrai sujet, d'autant plus avec tout le problème de la législation des marchés publics, le fait, et on va rejoindre un peu la question aussi sur le non-marchand. Sophie? Alors, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord entre collectivités, il y a pousser, et il y a faire à la place. Donc, par exemple, toutes les rues qu'on a fermées en pendulaire, en semi-pendulaire, la ville de Marseille a acheté des barrières en lieu et place de la métropole qui répondait qu'elle n'avait pas de marché pour des barrières avec les prisonnières, ce qui est impossible. Et après, ce qui est le plus efficace, c'est le lien avec le milieu associatif. C'est-à-dire qu'un politique ne va pas être entendu par un autre politique. Par contre, si on se met avec l'association de parents d'élèves, avec les associations qui œuvrent toute l'année, il y en a plein, hein, je ne les citerai pas, mais pour justement les piétonisations, et qu'on fait des rues des enfants sauvages, où nous, les politiques, on vient un petit peu, au bout d'un moment, quand même, les citoyens sont pris en compte par la métropole, alors que nous, on ne le saura jamais. Donc, en fait, on s'appuie sur les collectifs pour faire avancer nos objectifs communs. Mais moi, je ne vous cache pas ma déception d'avoir posé que 10 rues des enfants, alors que c'est quelque chose qui m'a pris une énergie. Vraiment, j'ai eu plus de mal à faire 10 rues des enfants qu'à rénover 57 crèches. Alors que c'est bien plus compliqué. Mais c'est le monde associatif, c'est le monde de militants, c'est les acteurs de terrain, c'est les associations de parents d'élèves qui nous aident en fait sur cette question-là. Stéphanie, sur les problèmes de l'implication des enseignants, est-ce que vous avez aussi ce problème? Moi, j'ai un mandat de 6 ans et je crois que j'ai vécu 5 ministres de l'éducation, c'est ça, 3 inspecteurs 3 DAZEN différents, 2 recteurs. Comment vous dire? Je comprends l'épuisement des enseignants. Sur la classe dehors, juste, je vais prendre cet exemple-là. La ville de Lyon est très porteuse. On a créé le premier réseau des enseignants qui pratiquent la classe dehors. Effectivement, c'est une très forte collaboration avec l'inspecteur d'académie, les IEN. Voilà, c'est une... je dirais que malheureusement, au départ, c'était presque enseignant dépendant. Donc, il fallait qu'on identifie ces électrons libres qui, dans chaque école, pratiquaient la classe dehors, qui, des fois, ne se sentaient absolument pas légitimes, même au cœur de leur propre équipe. Et donc, le fait que la ville vienne travailler avec eux, bien sûr, il y a eu ce renfort-là. Après, je crois que on peut constater et on peut qu'être déçu forcément qu'il n'y ait pas de continuité de politique nationale sur ce sujet-là. Mais justement, nous, on est ce socle-là, peut-être les collectivités locales, on met des moyens, on y croit. Surtout, moi je dis toujours, mais quelle richesse de ce qui se passe dans nos écoles publiques. Voilà, donc je crois qu'on est là pour valoriser extrêmement l'école publique, redonner confiance, et notamment aux parents dans cette école-là. Donc on essaye de travailler énormément en collaboration, essayer de lever les freins qui peuvent exister à effectivement, la mise en place, par exemple, de la classe dehors auprès de certains enseignants ou directions d'école ou même d'IEN. Donc on a même été jusqu'à financer des formations auprès d'enseignants. Et puis, on tombe sur... je vois Madame Latulière qui baisse la tête, mais ne baissez pas la tête, Madame Latulière. Voilà, une ancienne IEN, une ancienne inspectrice de l'éducation nationale dans l'Académie de Lyon. On tombe sur des personnes comme ça avec qui on sent un vrai engouement. Et c'est encore cette question de l'alliance éducative, en fait. Quand on sent qu'il y a une volonté politique, mais également de l'institution qui arrive derrière, et des enseignants, mais également des services, l'éducation populaire qui va porter ça, on arrive à lever des barrières et à donner cette énergie-là. Mais effectivement, la question avec l'éducation nationale, qui doit se mobiliser, se bouger et laisser effectivement ces nouvelles formes pédagogiques changer un petit peu les choses, se pose couramment.
Et j'entends parallèlement la question de la fatigue des enseignants et surtout de la question de la non-reconnaissance du travail fait, en fait. Et je crois que nous, élus, que ce soit par le réseau français des villes éducatrices, par France Urbaine, mais etc., on a un rôle vraiment important à jouer politiquement dans cette reconnaissance du travail fait, dans cette alliance éducative et surtout au profit de ces enfants. Qu'ils soient des quartiers politiques de la ville ou des quartiers des écoles dites ordinaires, on est là quand même pour leur bien-être et multiplier les chances alors j'aime pas le mot réussite scolaire, excusez-moi mesdames et messieurs les enseignants, j'aime beaucoup la notion de réussite de parcours éducatif qui laisse quand même l'ouverture à ce champ des possibles pour les enfants et leur donner la possibilité effectivement de choisir leur avenir, et je crois qu'on travaille collectivement pour ça. Alors Yann, Dominique qui voulait réagir, et puis ensuite je passerai la parole Ghislaine aussi. Oui, je voulais partager l'expérience de la ville de Montpellier. Donc moi je travaille avec plusieurs collectivités en Occitanie, notamment Montpellier. Et en ce moment on est au travail avec la métropole, avec l'éducation nationale, les organisations d'éducation populaire qui accompagnent les enseignants à pratiquer la classe dehors et les réseaux d'éducation à l'environnement qui aussi jouent un rôle essentiel dans le fait de se mettre le pied à l'étrier, de ne pas sortir seul. Et on fait face dans le département de l'Hérault à un besoin incroyable, à beaucoup d'enseignants qui sont très frileux parce qu'ils ont une charge incroyable par ailleurs. Et du coup, là, on est en train de faire alliance, comme tu le disais Stéphanie, où on se dit, en fait, il faut qu'on se mette tous ensemble, qu'on identifie les espaces où ils peuvent faire classe dehors, en fait, et qu'on leur permette de leur apporter des ressources tant humaines que méthodologiques, où sont les outils, où on peut les trouver, quels sont les acteurs, et qu'on parle d'une même voix, dans une alliance qui leur permette de se rassurer et d'avoir un peu plus confiance sur une sorte de maillage de support qui puisse exister à leur service. Et alors, l'hypothèse qu'on formule, c'est que ça va permettre de permettre à davantage d'enseignants de se mettre le pied à l'étrier. Mais en tout cas, ce réseau de soutien, ces alliances-là, sur le sujet de la classe dehors, comme sur tous les autres sujets, la ville à hauteur d'enfant, il est absolument nécessaire. Ghislaine ? Oui, moi je voulais revenir sur la question de la ville non marchande. Là. Enfin, je ne sais plus comment c'était formulé, mais en tout cas, de mon point de vue, quand on parle de ville à hauteur d'enfant, on peut se laisser enfermer dans une vision technique et donc de transformation de la ville, bien sûr, pour plus d'autonomie pour les enfants, mais avec une vision finalement urbanistique. Je crois qu'il faut rester dans ce cadre. Et on a toutes au cœur l'éducation, donc c'est vrai que ce n'est pas des adjoints à l'urbanisme qui sont devant vous, voyez, c'est des élus engagés pour l'éducation, pour la place des enfants dans la ville. Et donc moi je préférerais même presque qu'on parle de ville des enfants, de ville par et pour les enfants, parce que ça nous permettrait de garder au cœur en fait quel est l'objectif que nous poursuivons. Pour moi, il y a une partie d'objectif d'autonomie des enfants, certes, mais il y a une visée éducative qu'il ne faut quand même pas perdre de vue et qui, à mon sens, se perd de vue si on reste simplement dans une vision de transformation de la ville. Et cette visée éducative, il faut la situer, et je crois que le mot n'a pas été encore formulé sur cette table ronde, il faut le situer dans le cadre de la Convention internationale des droits de l'enfant. On parle de ville à hauteur d'enfant parce qu'on parle de droit de participation des enfants. Mais dans une ville à hauteur d'enfant, pour moi, il faudrait aussi qu'il n'y ait aucun enfant qui dorme à la rue. Ce n'est pas le cas aujourd'hui en France. Il faudrait que tous les enfants aient accès à la scolarisation. Ce n'est pas le cas aujourd'hui en France. Je pense aux enfants vivant en bidonville, aux enfants en situation de handicap qui n'ont parfois pas accès aux 4 jours ou 4 jours et demi d'école par semaine. Il faudrait aussi que tous les enfants aient accès à un environnement suffisamment sain pour que leur santé soit préservée. On parlait tout à l'heure du bâti scolaire et des épisodes de canicule. Voilà, il n'y a pas de réglementation qui dit la température la plus basse ou la plus haute pour pouvoir faire classe. C'est étonnant, dans les crèches ça existe. Mais quand même, comment on préserve aussi la santé de nos enfants ? Donc cette question de ville à hauteur d'enfant, je pense qu'il faut vraiment toujours la mettre sous la coupe de la Convention internationale des droits de l'enfant. Merci Ghislaine. Alors,
Juste 2 commentaires. D'abord sur la question de la levée des freins, le travail qu'on fait dans le cadre de ces rencontres, sur la question d'un projet de loi sur l'inscription dans le Code de l'éducation, parce que ce n'est pas dans le Code de l'éducation, la question de l'éducation au dehors. Donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est par exemple la bataille que nous avons menée, la Fabrique, avec la DGESCO, sur la question de l'inscription au PNF, au Plan national de formation. Et il y a 30 enseignants. Alors, 30 enseignants, c'est pas assez, il faudrait qu'il y en ait des centaines qui aient pu bénéficier et qui ont pu participer aux rencontres avec l'onction de la DGESCO. Et donc, c'est des petites avancées, mais on voit bien le travail qu'il faut qu'on mène dans ce domaine. Et puis, alors sous la ville non marchande, c'est nous aussi fabrique des communs pédagogiques. L'éducation, pour nous, c'est un bien commun. Un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est la marchandisation de l'éducation, il ne faut pas se le cacher, y compris dans les thématiques que nous abordons ici, avec des offres qui sont des offres commerciales. Et il faut restaurer la question de l'importance du service public, un service public qui se décline au niveau national, mais aussi au niveau territorial. Et je crois que c'est cette bagarre pour le service public qui nous réunit aujourd'hui. Alors peut-être il faut qu'on conclue, donc j'allais de toute façon vous passer la parole pour un propos conclusif. Ça fait assez court, si c'est possible, mais parce que sinon on va me rappeler à... Je voudrais juste rebondir parce que le jeune homme a insisté sur la partie non marchande et tu viens en parler, Étienne. Je crois qu'on est des collectivités qui ont effectivement cette question du bien commun, du bien général, en fait, attaché. Voilà, la notion du service public est très, très importante. Donc moi, pour l'instant, effectivement, dans notre politique de ville à hauteur d'enfant, à Lyon, nous n'avons pas été confrontés, parce que c'est vrai que ça pourrait être un concept à la mode et on se dit ça. Et bien sûr, le service marchand est en train certainement d'investir ce champ-là. Mais nous, à Lyon, on n'a pas été encore confrontés à ça. Je ne vous cache pas que pour moi, en tant qu'élu, le financement des écoles privées me pose beaucoup plus de questions que de chasser les acteurs marchands sur la question de la ville à hauteur d'enfant. Donc, je pense que ça peut se faire parallèlement, mais pour moi, il y a quand même des combats en tant qu'adjointe éducation qui sont beaucoup plus importants et qui concernent effectivement la question du service public d'éducation. Et je vais concentrer mon énergie là-dessus, parce que je vais être très franche, à Lyon aujourd'hui, je consacre 8 millions aux écoles privées. C'est la loi, je le fais. Mais vous voyez tout ce que je pourrais faire avec 8 millions, notamment pour nos enfants qui sont en école REP et REP+, qui me semble beaucoup plus important que de chercher à chasser telle ou telle association ou entité commerciale qui veut rentrer effectivement dans ce domaine de la ville à hauteur d'enfant. Voilà, je me permets juste voilà. En conclusion, versus ce que je disais tout à l'heure, je voulais juste dire que la question de la ville à hauteur d'enfant, la question de l'éducation dehors, c'est considérer l'enfant et ça donne une énergie incroyable à Lyon depuis 4 ans. Je remercie énormément les acteurs et les services qui sont impliqués dedans. J'ai juste souligné la question de la volonté politique et de la question du regard qu'on porte sur l'enfant. Ce regard qu'on porte sur l'autre, il me semble vraiment essentiel aujourd'hui, et je le dis, ce 15 mai ou 16 mai 2025, vu ce qui se passe en France, vu ce qui se passe en Europe, vu ce qui se passe aux États-Unis, sur un retour très, très réactionnaire sur la question à la fois éducative, mais aussi sur la considération qu'on a de l'enfant. Je veux en prendre exemple la question judiciaire de justice où on est rentré dans une logique encore plus punitive envers certains ados qui me semble très, très dangereuse. Et c'est pourquoi nous, collectivités, on doit résister et développer effectivement cette question de ville à hauteur d'enfant qui est une vision progressiste, très humaniste, très inclusive. Et j'espère que 2026 nous donnera raison et que nous pourrons continuer à travailler dans ce sens-là, bien sûr, au bénéfice de l'enfant. Merci Stéphanie. De façon brève, Sophie. Alors, la ville à hauteur d'enfant, pour conclure, moi, je dirais que c'est une question... il faut changer le regard de l'adulte. C'est-à-dire, il faut que ce ne soit plus un désagrément pour le chauffeur de bus de voir une classe monter dans son bus. Parce que ça fait du bruit, parce que ça ne s'assoit pas, parce que... il faut que les agents des bibliothèques soient ravis d'accueillir des classes et des enfants. Pareillement pour les agents des musées. Et ça, c'est toute une culture du service public. Accueillir une classe, accueillir une crèche, ce n'est pas un sacerdoce, ce n'est pas une punition. C'est un plaisir que d'accueillir des enfants et de supporter du mouvement, du bruit, etc. Ce qui n'est pas forcément dans la culture commune.
Et je dirais aussi que la gratuité des transports, moi, me semble quelque chose d'extrêmement important pour la ville à hauteur d'enfant. Donc là, nous, c'est encore un méga raté, c'est-à-dire que la gratuité qui a été posée, c'est sur le 0-12 ans et sur les plus de 65 ans. Moi, j'aurais bien fait les 12-20 ans, c'est-à-dire ceux qui, d'un coup, se prennent des amendes parce qu'ils ont besoin de se déplacer, parce qu'ils ont l'âge de se déplacer et que leurs parents n'auront pas pris une carte de bus. Donc, ce seront nos prochains combats. Merci. Merci Sophie. Ghislaine? Alors brièvement, moi ce que j'aimerais peut-être terminer, c'est par un appel aux urbanistes, à tous ceux qui fabriquent la ville, et à vous tous qui pouvez faire pression sur ces gens-là et leur dire ce que vous pensez, pour préserver des espaces de liberté dans nos villes. Je prends un exemple, on a à Nantes un quartier qui est en train de sortir de terre. Et en attendant que tout soit sorti, il y a des espaces vides, quoi. Il y a des espaces où il n'y a rien, où il y a de l'herbe, quoi. Voilà. Et bien, cet espace-là, alors il se trouve que, en plus des espaces de liberté, il faut aussi de la présence humaine et des espaces de convivialité, puisqu'à côté de ces espaces-là, il y a un café associatif d'un côté, un petit restaurant avec une terrasse sympa de l'autre, voilà. Et du coup, dans cet espace vide où il n'y a rien et rien n'a été prévu, eh ben, il y a une ribambelle d'enfants qui jouent librement, sous le regard un peu lointain, mais quand même rassurant des parents. Et voilà, moi, si on pouvait faire un manifeste ensemble, en tout cas demander aux urbanistes, à tous ceux qui s'occupent des politiques publiques, de garder des espaces de respiration et d'investir des lieux pour qu'il y ait du social, de la présence humaine en proximité d'espaces publics occupés par les enfants. Marie-Do, à toi le mot de la fin. Ando. Non, moi je voulais simplement dire que de reparler de cette alliance collective que nous, les associations d'éducation populaire, ça fait des années qu'on porte cette idée de la ville émancipatrice, de la ville à hauteur d'enfant, et qu'il faut des politiques fortes et il faut aussi des acteurs unis au sein d'alliances collectives et, je le redis encore, de la formation des adultes pour qu'il y ait un vrai changement de culture. Bien, merci à tous. C'est le moment de conclure, non pas le débat, on est engagé sur un chantier stratégique de grande ampleur, mais merci à tous et puis continuons donc sur cette question de la ville à hauteur d'enfant. Merci.